Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'algorithmique et la programmation. Cette vidéo fait directement suite à l'épisode 4 sur les fonctions. Dans cette 5e vidéo, nous donnerons quelques détails supplémentaires sur les fonctions. Dans l'épisode précédent, nous avions donné pour exemple une fonction cube, prenant en paramètre un nombre et retournant ce nombre au cube. Rappelons que pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, puis entre parenthèses du nom des variables servant de paramètre, sans oublier de terminer la ligne par le symbole de point. Puis on passe à la ligne et l'on décrit les instructions qui composent la fonction, sans oublier de faire commencer chacune des lignes correspondantes par un espace que l'on appelle indentation et que l'on obtient grâce à la touche tabulation ou en mettant 4 fois le symbole espace. Enfin, le résultat de la fonction est précédé du mot-clé return. Lorsque l'on exécute le programme ainsi obtenu, il ne se passe rien dans la console. En effet, nous avons défini la fonction, mais nous ne l'avons pas encore appelée. En revanche, on voit bien dans la liste des variables qu'une fonction cube a bien été créée. Pour tester notre fonction, il va maintenant nous falloir faire appel à celle-ci. Pour cela, rappelons que l'on met le nom de la fonction, suivi entre parenthèses de la valeur choisie pour le paramètre. Cela donne une expression que l'on peut mettre en paramètre d'un print ou que l'on peut affecter à une variable. Si l'on exécute, on voit s'afficher le résultat demandé. Bien sûr, on peut faire autant d'appels que l'on veut à une même fonction. Allons maintenant un peu plus loin. Dans l'exemple que nous avons donné, la fonction cube n'avait qu'un seul paramètre. Mais une fonction peut avoir autant de paramètres que l'on veut. On peut par exemple écrire une fonction conversion euro-dollar qui convertit en dollars une somme initialement donnée en euros. Cette fonction aura 2 paramètres, d'une part la somme en euros à convertir en dollars, et d'autre part le taux de conversion. La seule chose qui change dans cet exemple par rapport à l'exemple précédent est que cette fois-ci on met non pas un mais 2 noms de variables dans les parenthèses qui suivent le nom de la fonction. Ces 2 noms de variables sont séparés par une virgule. Bien sûr, au moment de l'appel de cette nouvelle fonction, il faudra donner non pas une, mais 2 valeurs en paramètres. C'est-à-dire qu'il faudra mettre 2 valeurs dans les parenthèses suivant le nom de la fonction. Ces 2 valeurs étant bien sûr séparées par une virgule. Ici, par exemple, on peut choisir de convertir en dollars une somme de 100 euros et au moment où je vous parle, le taux de change est de 1,19 $ pour 1 euro. Lorsqu'on exécute, on voit comme précédemment s'afficher le résultat de la fonction, ici 119, puisque 100 euros correspondent à 119 $. On vient de voir que l'on pouvait donner plusieurs paramètres à une fonction, mais on peut également n'en donner aucun. Écrivons par exemple une fonction demande-nom ne prenant aucun paramètre et qui demande à l'utilisateur de saisir son nom avant de retourner celui-ci. La seule chose qui change par rapport à ce qui précède, c'est que cette fois-ci, on ne met rien du tout dans les parenthèses qui suivent le nom de la fonction. Il n'y a aucun paramètre. Bien sûr, lorsque l'on fait appel à une fonction qui ne prend aucun paramètre, il ne faut mettre aucune valeur dans les parenthèses qui suivent le nom de la fonction. On peut exécuter le programme ainsi obtenu et nous assurer que la fonction fait bien ce qui était attendu. Toutes les fonctions que nous venons de donner ne retournent qu'un seul résultat. Mais une fonction peut retourner autant de résultats que l'on veut. Écrivons par exemple une fonction conversion HMS qui prend en paramètre une durée en secondes et retourne les heures, minutes et secondes qui constituent cette durée. Pour réaliser une telle conversion, il va nous falloir 2 opérations supplémentaires. Imaginons que l'on ait 128 secondes et que l'on veuille les convertir en minutes et secondes. Bien sûr,
Pour avoir le nombre de minutes qui entrent dans 128 secondes, on a facilement l'idée de diviser 128 par 60, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Mais en faisant cela, on tombe sur un résultat non entier. Or, nous aimerions pouvoir dire que 128 secondes correspondent à 2 minutes et 8 secondes. Pour obtenir l'entier 2 et non le réel 2,133333, nous allons utiliser ce que l'on appelle une division entière. C'est très simple, il suffit de mettre 2 fois le symbole slash au lieu de le mettre une fois. On obtient bien cette fois-ci un résultat entier, à savoir 2, puisque dans 128 secondes, il y a 2 minutes. Et pour avoir le nombre de secondes restantes, on utilise une opération qui s'appelle modulo, et qui se matérialise par le symbole %. Ainsi, si l'on fait 128 pour 160, on obtient 8, puisque dans 128 secondes, il y a donc 2 minutes et 8 secondes restantes. On peut d'ailleurs s'en assurer jusqu'au bout en faisant 2 fois 60 plus 8 et en vérifiant que l'on obtient bien 128. Revenons maintenant à notre fonction conversion HMS. Pour convertir notre variable durée seconde en heures, minutes et secondes, il y a différentes opérations à faire. On peut, par exemple, commencer par convertir la variable durée seconde en minutes et secondes. Pour cela, on obtient le nombre de secondes en faisant durée seconde pour 160, et on obtient le nombre de minutes en faisant durée seconde de slash 60. Il reste alors à convertir le nombre de minutes obtenues en heures et minutes. Pour obtenir le nombre d'heures, il suffit de faire minutes de slash 60, et pour obtenir le nombre de minutes restantes, il suffit de faire minutes pour 160. Et voilà, nous avons terminé notre conversion. Il reste à retourner la valeur des variables heures, minutes et secondes qui contiennent le résultat de cette conversion. Tout ce qui change par rapport à ce qui précède, c'est qu'au lieu de mettre une variable après le return, on en a mis plusieurs, séparées par des virgules. L'appel, quant à lui, se fait exactement de la même façon que précédemment. Remarquons toutefois que si l'on veut réutiliser le résultat de la fonction dans des calculs ultérieurs, il faudra affecter ce résultat non pas à une, mais à 3 variables, puisque la fonction retourne 3 valeurs. Pour cela, il suffit de mettre les 3 noms de variables séparés par des virgules avant le égal de l'affectation. Ici, contentons-nous de mettre le résultat de la fonction avec pour paramètre 3728 dans un print. On voit alors s'afficher les 3 valeurs 1, 2 et 8, puisque 3728 secondes correspondent à 1 heure, 2 minutes et 8 secondes. On peut d'ailleurs s'en assurer en faisant 1 fois 3600 plus 2 fois 60 plus 8, et on retombe bien sur le résultat 3728. On a vu qu'une fonction pouvait retourner plusieurs valeurs, mais elle peut également n'en retourner aucune. Pour être complètement précis, on ne parle alors plus de fonction, mais de procédure. On peut par exemple écrire une procédure affiche-somme qui prend en paramètre 2 variables x et y et qui affiche la valeur de ces variables ainsi que la valeur de leur somme, c'est-à-dire de x plus y. Puisqu'ici la fonction, ou plutôt la procédure, ne retourne rien, il n'y a pas besoin de mettre de return. On peut toutefois mettre un return sans rien derrière si on le désire. L'appel à une procédure est un peu différent de l'appel à une fonction. En effet, puisque la procédure ne retourne rien, il n'y a pas de résultat à afficher. Pour faire appel à une procédure, il suffit donc de mettre le nom de la procédure suivi entre parenthèses de la valeur choisie pour le ou les paramètres. Lorsque l'on exécute le programme ainsi obtenu, les instructions contenues dans la procédure sont exécutées. Ici, par exemple, l'instruction print de la ligne 41 est exécutée, ce qui génère un affichage. Insistons sur le fait que la procédure ne retourne rien. Il n'y a donc pas lieu de mettre un print devant l'appel à la procédure.
Si l'on met un print devant l'appel à la procédure, ce print va afficher ce que retourne la procédure, à savoir rien, ou plus précisément none en anglais. Si vous voyez s'afficher un none à l'exécution de l'un de vos programmes, c'est peut-être que vous avez mis un print devant un appel à une procédure. Il suffit alors d'enlever le print pour régler le problème. Et voilà, cet épisode donnant quelques détails supplémentaires sur les fonctions est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, et à bientôt!